bon. Alors, est-ce que les personnes en ligne peuvent m'entendre? Je sais pas trop. Ah ouais, je sais, j'ai fait exprès. je vais repartager. C'était juste pour voir déjà si on arrive bien à m'entendre. Je sais pas trop si c'est good. Ok, parfait, très bien. Donc déjà, bonsoir, bonjour à tous. Dire bonsoir. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être ici, surtout après votre cours et pour les personnes en ligne après une journée de travail, j'imagine. Donc je vais me présenter rapidement. Moi, c'est Mariam et je travaille pour ZenChef. Je suis data analyst chez eux. Et avant de commencer vraiment la présentation, on va jouer un petit jeu. Donc vous aurez besoin de votre téléphone, s'il vous plaît, ou vos ordinateurs, et de 50 secondes de concentration, s'il vous plaît. 50 secondes. Alors, hop. Donc, vous avez un QR code. Ça marche aussi. Ou sinon, vous allez sur slido.com et vous mettez ce code. Alors, hop. Est-ce que vous avez accès au quiz? Ouais, alors commencez pas maintenant, jusqu'à ce que tout le monde ait bien accès. Ok, hop, vous devez pas voir, mais je vais. Ouais. Ok, donc là, il y a 6 participants. Ouais, pardon, c'est juste. Alors, un petit instant. Hop. Hop. Sinon, tu peux aller sur slido.com et mettre le code si c'est plus simple. T'arrives toujours pas? Non, en fait, j'ai plus trop de batterie sur mon téléphone. Vas-y. Vous me dites quand vous êtes prêts, comme ça tout le monde peut commencer en même temps. Tu me dis si tu as besoin d'aide. C'est bon? Ok. C'est tout bon pour tout le monde? Ok. Allez, c'est parti. Hop, allez-y. Est-ce que les questions s'enchaînent? Ou pas du tout? Non? Alors. Ok. Effet démo, désolé. Mais on va y arriver. Alors. Si. Il n'y a pas un bouton suivant ou autre, non? Ok. Là, c'est bon? Allez-y. Ça va, franchement, pas mal. Je suis impressionnée. Ok. Et dernière question, vous êtes prêts? Devez vous concentrer pour celle-ci. En vrai, c'est facile. Allez-y. Pas mal. Ok. Ça, c'était facile. Alors, qui est Victor? Est-ce qu'il est ici ou il est en ligne? Trop fort, bravo. Loris? Loris? Ok. Kylian? Ok. Bon, félicitations. Vous avez absolument rien gagné, mais merci d'avoir participé. Alors, j'ai une dernière question. Pourquoi est-ce que, à votre avis, je vous ai fait jouer à ce jeu? Ouais, d'autres pistes?
Ok. Ouais. Ouais. Ok, alors déjà oui pour ça. Donc j'ai pas envie de vous endormir sur les 30 prochaines minutes. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit assez interactif. Et aussi, c'était vraiment pour mettre en avant les 3 qualités qui selon moi sont primordiales chez un data analyst. Donc déjà, vous devez toujours être à jour par rapport à l'actualité, donc que ce soit de l'analyse de données, enfin du domaine, mais aussi enfin du secteur dans lequel vous travaillez. Bon, PSG, ça avait rien à voir, mais je me suis dit, c'est peut-être le sujet dont tout le monde a entendu parler au cours des dernières 24 heures, un peu moins des dernières 24 heures. Ensuite, il faut être attentif aux détails. Donc, c'est pour ça la question par rapport à mon prénom. Et ensuite, il faut avoir donc cet esprit analytique. Et tout ça, il faut le faire tout en étant assez rapide. Et voilà, donc on va commencer. Du coup, aujourd'hui, je vais commencer par vous présenter un peu mon parcours. Comment est-ce que j'ai fait pour devenir data analyst. Ensuite, ce que je fais chez ZenChef aujourd'hui et un peu vous présenter donc l'équipe analytique chez ZenChef. Ensuite, on va faire un petit use case par rapport à un sujet sur lequel j'ai travaillé récemment. Et enfin, je vais vous donner quelques conseils pour commencer votre carrière en data ou juste pour vous améliorer si vous êtes déjà dans le domaine. Avant de vous laisser, donc, vous laisser poser vos questions. Ok. Donc, pour mon parcours, est-ce que vous voyez bien? Oui, ok. Donc moi, j'ai commencé un parcours plus orienté business, pas du tout dans le domaine de la data. Donc j'ai fait des études en Espagne dans une business school. Donc j'ai fait un bachelor en business. J'ai rejoint cette école en 2016 et c'est là où je me suis rendu compte que c'était absolument pas ce que je voulais faire. Par contre, il y avait une matière qui m'intéressait beaucoup et c'était les statistiques. Et donc de là, de fil en aiguille, mes professeurs m'ont beaucoup orienté, ils m'ont beaucoup aidé et ils m'ont parlé de l'analyse de données. Donc à l'époque, c'était en vogue. Et donc, c'est comme ça que j'ai orienté vraiment toutes les options que je choisissais, mes stages, etc., vers l'analyse de données. Donc, après mon bachelor, j'ai intégré le programme Grande École d'HEC. Donc, vous allez vous dire, c'est aussi du management de quoi elle nous parle. Mais en fait, il proposait donc un double diplôme en analyse de données et en économie financière. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et en parallèle, pendant ma première année d'études supérieures, j'ai travaillé en tant que data analyst pour une ONG. Donc pour une ONG qui a pour but de sensibiliser aux dons d'organes et d'accompagner donc les receveurs d'organes. Ensuite, j'ai fait mon stage de fin d'études dans une scale-up qui s'appelle EasyWork. Je ne sais pas si vous connaissez, donc scale-up française, parce que je voulais plus m'orienter vers des boîtes donc tech, scale-up, start-up, etc. Et en parallèle, j'ai suivi un bootcamp data science chez Le Wagon, donc à mi-temps au cours du soir. Et ensuite, j'ai rejoint ZenChef en 2023, en mars 2023, en tant que première data analyst. Et donc aujourd'hui, je suis encore chez eux. Voilà pour mon parcours. Donc, la data analytique chez ZenChef. Déjà, ZenChef, c'est quoi? Je ne sais pas si vous connaissez un peu. Ouais, ok. Donc peut-être à travers ce petit logo qui est là, vous devez reconnaître quand vous réservez un restaurant. Donc vous pouvez voir ce logo. Et donc ZenChef, c'est un SaaS, c'est une compagnie donc SaaS en B2B qui permet aux restaurateurs de gérer donc toute la réservation. Donc aujourd'hui, on est plus de 250 employés sur quatre pays. France, Pays-Bas, Belgique et Portugal. Et on a plus de 18 000 clients aujourd'hui, donc principalement en Europe. On a quelques clients au Maroc, mais c'est vraiment pas significatif. Donc notre focus, c'est vraiment l'Europe. Et on a d'ailleurs ce client en Naro. C'est pas du tout un placement de produit, on m'a pas payé pour ça, mais je vous recommande. C'est vraiment un restaurant qui est top. Donc si vous cherchez un endroit sympa à Paris. Donc l'équipe data chez ZenChef. Comme je vous ai dit, j'ai été la toute première recrue. Donc à part mon manager qui est data engineer, c'est moi, donc j'étais la première pierre à l'édifice. Aujourd'hui, on est 5. Donc, il y a 2 data engineers, un sur la partie sud, donc qui est mon manager, un sur la partie nord. Donc, quand je dis sud, c'est France, Portugal, nord, c'est Belgique, Pays-Bas. Ensuite, il y a un product data analyst, donc qui s'occupe uniquement de la partie produit, donc suivre le parcours client, améliorer les fonctionnalités, etc. Et ensuite, on est 2 data analysts, donc moi pour la partie France-Portugal et un autre data analyst donc sur la partie Europe du Nord. Donc nous, en fait, notre mission au sein de ZenChef, c'est vraiment de faire en sorte que la donnée soit accessible à toutes les équipes en interne. Donc c'est vraiment nos clients. Les clients sont les équipes en interne et de mettre en œuvre justement notre expertise
pour faire des analyses pertinentes qu'on va ensuite pouvoir déployer en stratégie business. Donc, pour 2024, notre roadmap, c'est vraiment de se concentrer sur 4 piliers principaux. Donc, déjà, l'infrastructure. Pourquoi l'infrastructure? Parce qu'on a fait une fusion et des acquisitions. Et en fait, il va falloir scaler tout ça. On a beaucoup plus de données qu'avant. Et donc, c'est un gros enjeu. Mais ça, c'est plus la partie data engineering. Ensuite, on a la gouvernance et la qualité de données qui rejoint aussi donc ce premier point. Quand on a plus de données, on a de nouvelles entités qui rejoignent justement une entreprise. Il y a énormément de cleaning à faire. Il y a toute une partie BI Analytics. Donc moi, quand je suis venue, on n'avait pas encore d'outils de BI. Et donc, j'ai choisi Tableau et aujourd'hui, on commence à avoir enfin des dashboards. Et sur la partie sécurité. Donc ça, c'est pour l'équipe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc moi, mon rôle chez ZenChef, je suis vraiment un cheval entre de l'analyse de la data analysis et de la data science. Parce que donc en fait, quand on est la première recrue data dans une entreprise, on fait enfin un peu de tout. Donc pour la partie data analysis, c'est vraiment donc des analyses ad hoc que je peux faire pour les différentes équipes. Je fais beaucoup de data cleaning, mais en fait ça vient vraiment en parallèle des différentes analyses que je dois faire. Donc je le fais au fur et à mesure. Je vais mettre à jour ensuite le CRM, donc c'est Salesforce pour nous. Je fais beaucoup de scrapping et de matching aussi, mais ça je vais revenir dessus plus tard parce que ce sera le use case. Pour la partie data science, c'est surtout des modèles prédictifs, donc modèles de prédiction de churn. Donc, quels sont les clients qui vont churn. Aussi de la lead generation. Donc, en marketing, c'est vraiment les leads entrants. Donc, les personnes qui sont intéressées par notre produit. Quels sont les leviers qu'on peut actionner justement pour attirer plus de clients. Donc, ça, c'est des modèles sur lesquels j'ai travaillé. Et pour ça, donc moi, la stack que j'utilise au quotidien, c'est ce que vous voyez là. Vous devez être assez familier avec ça. Donc, j'utilise beaucoup Visual Studio en local. Donc, c'est cette petite icône-là. Donc, GitLab pour collaborer. Bien sûr, bon, ici, j'ai mis Python, mais en fait, on peut l'utiliser sur toutes les interfaces, plus ou moins. Donc, Python, du SQL aussi, tous les jours. On utilise beaucoup Databricks, plus que GitLab, et franchement, c'est vraiment un très bon outil. Comme je vous ai dit, Salesforce, donc notre CRM, il faut quand même être assez à l'aise avec les bases de Salesforce, parce que même si on fait des updates de données, etc., en général, en local, il faut quand même qu'on sache un peu utiliser l'interface et comprendre ce qui se passe. Et malheureusement, on utilise aussi Google Sheet parce que parfois, il faut justement mettre les résultats sur un fichier sheet. Et enfin, la partie DataVis, donc comme je vous ai dit, sur Tableau, donc il faut créer vraiment tous les dashboards, mais on a vraiment commencé par les dashboards d'entreprise pour suivre les KPI principales. Ensuite, j'ai des demandes, par exemple, du marketing qui veut suivre des chiffres en particulier, par exemple, par rapport à ce que je vous disais à la lead generation, etc. Donc, ça peut être des demandes comme ça, et en fonction de la bande passante, on peut faire des dashboards en plus. Pour le use case, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Okay. Alors, on a eu une demande récemment de l'équipe partenariat. Et la demande était, donc, ce qu'ils voulaient faire, c'était un partenariat avec Le Fooding. Le Fooding, c'est un guide en ligne qui liste plusieurs restaurants. Donc, c'est un peu comme le guide Michelin. À la différence, en fait, c'est des restaurants qui sont en vogue dans certaines villes. Enfin, ils sont en France et en Belgique pour l'instant. Et donc, ce qu'ils voulaient faire, ce que l'équipe partenariat voulait faire, c'est avoir le widget ZenChef directement intégré sur la page du Fooding. Donc, pour chaque restaurant, pouvoir réserver un restaurant ZenChef si on a ce restaurant en commun. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, le Fooding déjà, juste pour que vous ayez une idée. Ok, on voit bien mon écran, parfait. Alors, le site du Fooding, ça ressemble à ça. Donc, on peut soit chercher les restaurants par lieu, donc par ville, etc., ou sinon par nom. Sinon, ensuite, on a tous les restaurants qui sont listés. Donc, sur chaque page, il y a 16 restaurants. Et ensuite, on a plusieurs pages. Donc, j'ai déjà une première question pour vous. À votre avis, quelle est la première étape justement pour mener à bien ce projet? Qu'est-ce que je dois faire en fait? Donc là, on dit, on veut ajouter le widget ZenChef sur chacun de ces restaurants. Donc, par exemple, là, vous voyez, à réserver une table, c'est le widget ZenChef. Comment est-ce que je fais ça en tant que data analyst? Est-ce que vous avez des idées? Il y a 2 étapes principales. Pardon? Comprendre l'architecture du site. Pourquoi? Parce que ça va faire des renvois ou des formulaires. J'imagine qu'il va forcément avoir besoin de se rattacher à un squelette pour pouvoir
Ok, donc c'est pas moi qui vais intégrer le widget directement sur le site du fooding. Moi, je dois leur donner des informations en amont. Ce serait quoi comme information? Là, j'ai 1400 restaurants sur le site du fooding et moi, sur ma base de données Zanchef, j'en ai 18 000. Les restaurants qui sont présents sur le fooding et sur ta base. Exactement. Donc, en fait, ce qu'on doit faire, c'est déjà voir quels sont les restaurants qu'on a en commun. Ok. Et pour faire ça, on a deux options. Donc, c'est soit je leur demande de me donner, de m'envoyer la base de données avec différentes informations, ou sinon je fais un scrapping du site web. Moi, ce que je vous recommande, c'est que quand vous pouvez faire un scrapping, optez pour le scrapping. Parce que quand on demande une base de données externe, en général, c'est assez compliqué à gérer parce qu'on nous envoie un peu, enfin, ce qu'on veut. Il y a énormément de données, la donnée est pas clean. C'est beaucoup de va-et-vient, d'envoi d'emails, etc. Et donc, c'est une perte de temps considérable. Et en fait, on n'a juste pas de temps à perdre. Donc, on fait un scrapping. Du coup, c'est la première étape. Et pour faire un scrapping, on utilise deux fonctionnalités principales, si vous voulez. Donc, on a le Developer Tool sur le navigateur. Je ne sais pas si vous êtes un peu familier avec ça, pardon. Ça, c'est la deuxième partie, mais le Developer Tools déjà. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que c'est, mais je vais vous montrer. Et sinon, il y a une librairie Python qui s'appelle Beautiful Soup, justement, qui va nous aider à faire ce scrapping. Pardon, ça cache un peu. Alors, pour la partie Developer Tools, je vais vous montrer rapidement. En fait, ça nous permet vraiment de voir le squelette du site web. Parce que nous, on doit un peu essayer de comprendre comment est-ce que je fais pour avoir le nom des restaurants, comment est-ce que je fais pour avoir l'adresse, etc. Parce que j'ai 1400 restaurants, je ne vais pas m'amuser à le faire à la main, en fait, manuellement. Donc, vous pouvez utiliser le Developer Tools. Donc, vous avez un shortcut sur Mac, c'est Option Commande I. Ou sinon, vous venez ici, donc les trois petits points. Ouais. Ah, mince. C'est tout bon? Ouais, c'est bon. Ouais. Et on voit aussi cette partie à droite, parce que c'est le plus important. Ah, mince. Alors, je sais, ouais. Exactement. Hop. Vous avez raison, c'est bien ça. Est-ce que là, c'est bon? Parfait, ok. Donc ça vous permet vraiment, cet outil vous permet vraiment de voir un peu le squelette qu'il y a derrière le site web. Et ce que vous pouvez faire, c'est vous amuser un peu à passer comme ça votre souris sur les différentes sections pour essayer de trouver justement ce qui vous intéresse. Mais ça va prendre beaucoup trop de temps. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on peut, donc nous, on se dit, on est intéressé par le nom du restaurant. On va faire un clic droit et on va appuyer ici sur Inspect. Et ça va directement nous mener sur la partie donc du code HTML où on peut prendre cette donnée-là. Vous n'avez pas besoin d'être des experts du HTML. Là, c'est vraiment juste, il faut essayer un peu de comprendre où il faut aller chercher la donnée. Et ensuite, sur Beautiful Soup, vous allez sur la documentation Python. C'est très, très simple. Vous y allez pas à pas. Sinon, vous avez ChatGPT. Vous inquiétez pas, c'est pas la mer à boire. Donc, première étape, il faut vraiment essayer de comprendre un peu la structure HTML du site web et savoir, en fait, quelles sont les informations dont on aura besoin. Je vais vous aider. Pour moi, c'était assez simple. J'avais besoin du nom du restaurant, de l'adresse, code postal et du numéro de téléphone, il me semble. Ensuite, deuxième étape, donc vous pouvez créer votre notebook en local ou n'importe quel autre outil, t'inquiète pas. Et donc, on doit importer les librairies, déjà première étape, donc Beautiful Soup, comme je vous ai dit. Et bien sûr, je pense que vous êtes tous familiers avec la troisième librairie, donc Pandas. Donc, parce qu'ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que nous, on a besoin de structurer tout ça dans une table à la fin. On ne peut pas juste laisser la donnée, avoir une donnée non structurée. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je vais essayer juste un peu de vous expliquer comment ça fonctionne. Mais si vous voulez aller un peu plus loin dans la réflexion et si vous voulez savoir comment ça marche, n'hésitez pas à me contacter. Je peux prendre 1 heure dans les jours à venir et vraiment le faire pas à pas avec vous parce que je trouve que c'est assez fun à faire. Donc, en fait, ce qu'il faut faire déjà, première des choses, c'est d'avoir notre base URL. Et en fait, c'est vraiment juste la page d'accueil du site web, si vous voulez. Okay. Ensuite, je vais revenir sur le site du fooding. Ici, hop, on n'a plus besoin de ça. Ce que je vous avais expliqué, c'est qu'on a plusieurs pages. Okay. Et en fait, sur chaque page, on a 16 restaurants. Et nous, du coup, en fait, on veut l'information pour chacun de ces restaurants sur toutes les pages. Et en fait, ce qui est cool, c'est que toutes les pages ont la même structure.
Donc, ils ont, si vous voulez, moi j'appelle ça un suffixe. Mais donc là, si vous voyez ici, par exemple, donc on a lefooding.com, donc ma base. Ensuite, on a donc le restaurant, point d'interrogation, page égale à 2. Ok. Donc ça, c'est la deuxième page. Et du coup, moi, si je mets par exemple ici, 50, je vais aller directement sur la 50e page du guide. Donc, vous voyez bien ici que c'est la 50e page. Je reviens à ma présentation. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis ça? En fait, je veux juste créer, donc justement, en fait, moi, ce que je veux, c'est avoir vraiment toutes les URL des pages pour que je puisse ensuite itérer et les faire une par une. Donc, en fait, c'est ça l'idée. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais juste initier des listes vides pour avoir justement où je vais pouvoir stocker toutes les informations dont j'ai besoin. Donc, ce que je vous avais dit, nom, adresse, type de restaurant, enfin, tout ce dont vous avez besoin. Il faut à chaque fois initier des listes vides où vous allez pouvoir stocker toute votre donnée. OK ? Et ensuite, on va donc appeler une fonction. C'est là où je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais c'est vraiment assez simple encore une fois. Et on va utiliser donc la fonction get pour pouvoir justement avoir accès à toute cette information HTML qu'on va ensuite pouvoir stocker dans nos petites listes. OK ? Et donc, les listes, comment est-ce qu'on les organise? Donc, c'est ici. Donc, on va créer un dictionnaire. Vous voyez bien, donc name, restaurant name, etc., etc. Et ensuite, on va créer notre data frame avec Pandas. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est ajouter cette étape. Et en fait, ce que ça nous dit ici, c'est que à chaque fois qu'il y a une page qui a été traitée, en fait, ça va me l'écrire. Donc, j'aurai page numéro 1 traitée, page numéro 2 traitée, etc., etc., pour que je sache où est-ce que j'en suis, parce qu'en général, c'est des modèles qui peuvent tourner. Enfin, le scrapping peut tourner 2-3 heures si vous avez une bonne connexion. Donc, voilà, ça vous permet juste d'avoir une bonne visualisation. Et enfin, ça nous donne ça. Ensuite, la deuxième étape, du coup, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Maintenant, j'ai toute la donnée. Qu'est-ce que je dois faire? Tu sais? Non? Ouais. Donc oui, il faut la nettoyer, clairement, bien sûr. Exactement. Exactement. Donc là, on va passer à la partie donc matching entre donc nos deux bases de données pour savoir ce qu'on a en commun. Et pour ça, on utilise une autre librairie Python qui s'appelle Sequence Matcher. Et donc en fait, l'idée très rapidement, c'est d'essayer de trouver un ratio de similitude entre deux instances. Donc par exemple, je vais vous donner un exemple très très simple. Imaginons, j'ai le mot data, ok, et le mot date. Donc, le ratio de similitude entre ces deux mots va être de 0,75 parce qu'il y a 3 lettres sur 4 qui sont similaires. Et donc, en fait, c'est ça qu'on fait. C'est assez subjectif comme approche dans le sens où vous devez vraiment trancher. Vous devez choisir le ratio. Vous devez choisir quelle instance est-ce que vous allez comparer, enfin, quel champ vous allez comparer entre eux. Donc, ça va être vraiment en fonction de la problématique, du risque que vous pouvez prendre. Voilà. Donc, c'est très arbitraire. Donc, première chose qu'on doit faire, c'est importer la donnée. Donc, la première donnée qu'on va importer, c'est la donnée externe. Donc, ici, dans notre cas, c'est le fooding. Ensuite, c'est la donnée ZenChef. Ça peut aussi être un fichier CSV. Là, je la prends directement depuis notre data warehouse. Donc, c'est vraiment, ça dépend de la problématique et de comment votre stack est organisé. Et ensuite, donc, je vais créer encore une fonction pour mon sequence matcher. Et il faut que je trouve justement, comme tu as dit, il faut lier ces deux bases de données. Donc moi ici, j'utilise le code postal. Encore une fois, vous pouvez utiliser tout et n'importe quoi. Non, il faut réfléchir. Pourquoi est-ce que j'utilise pas le nom du restaurant, par exemple? On peut avoir un même nom de restaurant dans plusieurs villes. Ça peut ne pas être écrit de la même manière. Des fois, nous, sur notre CRM, on a le nom du groupe et non pas le nom du restaurant. Alors qu'un code postal, on sait que c'est unique. Et ensuite, justement, c'est le ratio qui va nous permettre de filtrer donc justement les instances qu'on veut garder. Donc c'est-à-dire que si on se dit OK, on est 75 015 et chez le fooding, j'ai un restaurant qui s'appelle X et chez ZenChef, c'est la même chose, qui sont dans la même rue, même numéro de rue, Paris 15e, alors il y a de très fortes chances que ce soit le même établissement. Et donc c'est ce qu'on fait ici. J'ai sauté toutes les étapes de cleaning, mais en fait, à chaque fois, je crée des fonctions dans mon notebook qui vont permettre de cleaner la donnée. Donc, typiquement, je vais faire en sorte que tous les noms de restaurants soient en uppercase et pas en lowercase. Donc, il y a plusieurs, ça dépend aussi de votre problématique. Il faut, par exemple, les numéros de téléphone aussi. Vous avez du plus 33. Des fois, c'est un plus 33,0. Des fois, c'est juste un plus 33,6. Donc, voilà. Et à la fin, donc moi ici, j'ai choisi un coefficient de 0,8. Et en fait, ce que je vais comparer, c'est l'adresse et le nom. Donc, c'est-à-dire qu'ici, ce que je fais, c'est que les adresses doivent être au moins similaires à 80%.
et le nom aussi. C'est pas un ou, c'est bien un et. Donc, c'est les deux conditions qui doivent être remplies pour que je considère que deux établissements sont en commun entre les deux, donc entre le Fooding et ZenChef. Et ensuite, encore une fois, c'est très arbitraire, ça dépend de la problématique. Mais ici, on ne devait pas trop se rater, en fait. Dernière étape, c'était de faire une requête SQL avec tous les comptes donc, que j'avais chez nous pour leur envoyer justement le lien du widget. Donc ça, c'était sur la partie produit. Il fallait que j'aille juste chercher ce widget-là et de leur envoyer donc la liste des restaurants avec les liens. Et ensuite, ils se sont occupés de l'intégration qui est live depuis, il me semble, là, peut-être 10 jours. On l'a annoncé sur LinkedIn et là sur le site du Fooding. Moi, c'est comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez... alors, je reviens à ma première page. Vous pouvez directement réserver une table ZenChef. Et voilà. Donc, dernière partie, c'est toute la partie donc, sur les conseils que je peux vous donner pour commencer en data ou continuer à vous améliorer ou autre. Donc, première chose, c'est vraiment toujours essayer de s'entraîner le plus possible. Je pense que vous êtes tous familiers avec Kaggle. Si c'est pas le cas, c'est un site où vous avez plusieurs bases de données en ligne. Vous avez plusieurs challenges et il y a des prix aussi à la clé parfois, donc ça peut être pas mal. Il y a plusieurs avis au sein de notre domaine. Plusieurs personnes recommandent de ne pas utiliser justement les bases de données ou rejoindre les challenges qui sont donc les plus convoités. Moi, je pense qu'en début de carrière, c'est vraiment pas mal parce que justement, vous avez plusieurs personnes qui ont contribué, vous avez plusieurs notebooks et vous pouvez justement comparer votre travail, contacter les personnes qui ont créé ces notebooks. Donc moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant en début de carrière, plutôt que juste se lancer sur des challenges où il y a 2 personnes, où vous n'avez pas vraiment beaucoup d'informations. Ensuite, il faut toujours rester informé. Donc aujourd'hui, vous avez tellement de ressources et vraiment, ça dépend de vous, vos préférences. Moi, j'aime bien écouter des podcasts, suivre des gens sur LinkedIn, c'est assez facile. Vous avez aussi Towards Data Science, il y a pas mal d'articles de personnes qui sont dans le domaine, qui sont très très cool. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, donc c'est ce site qui s'appelle Daily Dose of Data Science que je vous recommande énormément. Donc c'est un blog et vous avez énormément de ressources, notamment celle-ci, qui est vraiment très très cool. Ça explique un peu toutes les librairies où vous pouvez trouver en Python, toutes les classes, les fonctions, etc. Donc c'est très bien fait. Et vous avez aussi donc la newsletter. Donc ici, vous ajoutez votre adresse mail. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez soit programmer les newsletters donc, sur une fréquence hebdomadaire ou quotidienne. Donc moi, je le fais sur une fréquence hebdomadaire. Et franchement, c'est très, très bien fait. Ensuite, voilà, il faut toujours continuer à apprendre. Donc, soit à travers un bootcamp comme ce que vous êtes en train de faire là, donc chez DataBird, ou sinon aujourd'hui vous avez tellement de ressources en ligne, donc Coursera, DataCamp, etc. Surtout que c'est gratuit, donc honnêtement je vous encourage à le faire. Surtout que c'est tout le temps, c'est un métier qui est tout le temps en évolution. Il y a tout le temps de nouvelles technologies, la stack n'arrête pas d'évoluer, donc il faut vraiment rester à jour. Et dernière chose, c'est vraiment demander tout le temps du feedback sur votre travail. Donc aujourd'hui, on a plein d'outils collaboratifs, donc comme GitLab. Quand vous commencez à travailler, par exemple, n'envoyez pas des Slack ou des emails à vos managers pour leur demander de faire un retour sur votre travail. Vous pouvez juste créer un notebook sur GitLab et ensuite poser des questions directement dessus. C'est beaucoup plus simple. Vous pouvez aussi demander conseil à vos pairs. Vous avez Stack Overflow. Il y a plein de réponses à toutes les questions. Vous pouvez aussi poser vos questions. C'est trop bien fait. Et aujourd'hui, bien sûr, ChatGPT. Honnêtement, c'est votre meilleur ami. Dernier conseil que je peux vous donner, quand vous allez commencer à travailler, il y a quelque chose de très important, surtout quand vous êtes la première personne à rejoindre une équipe data dans une petite structure. Les gens sont très contents. Il y a une hype autour du métier. Tout le monde va tout le temps vous demander de faire des analyses, des dashboards, etc. Sauf qu'on n'a pas le temps. Quand quelqu'un vous sollicite en interne, il faut toujours en fait demander à la personne ce dont elle a besoin et non pas ce qu'elle veut. Parce que c'est très différent. Peut-être que la personne va penser qu'elle a besoin qu'elle veut quelque chose alors que ça répond pas du tout justement à son besoin initial. Et en fait, c'est vous les experts. Donc, il y a une méthodologie qui est vraiment très, très sympa. Ça s'appelle CRISP-DM. Je vous recommande de vous renseigner un peu par rapport à ça. Et en fait, c'est fait en 6 étapes. Donc, première chose, il faut vraiment comprendre la problématique business. Donc, ça, c'est la toute première chose.
Ensuite, il faut comprendre la donnée que vous avez et la donnée dont vous avez besoin. Est-ce que cette donnée est clean? Et je vais vous aider, la donnée n'est jamais clean. Et ensuite, donc c'est la troisième étape, c'est la préparation de données. Et ça, je pense qu'on vous l'a dit très souvent, c'est 80% de votre temps. Et franchement, on est sympa parce que vous allez faire que ça. Ensuite, vous allez créer vos modèles. Donc ça, c'est vraiment plus la partie data science si vous devez faire donc, des modèles de prédiction ou autres. Donc vous serez amené à créer des modèles. Pour ça, par exemple, sur Databricks, il y a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Experiments. Et en fait, vous pouvez juste faire tourner plusieurs modèles, des dizaines, centaines, en fonction en fait du temps que vous allez choisir. Et ensuite, vous avez accès à tous les notebooks. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Vous avez ensuite la partie donc test de votre modèle. Ça, c'est la 5e étape. Et enfin, vous avez le déploiement. Donc, je trouve que c'est vraiment très bien structuré, que ça aide énormément. Du coup, voilà. Donc, c'est tout pour moi. N'hésitez pas si vous avez des questions maintenant ou sinon, même un peu plus tard. Enfin, je vous laisserai mon contact et vous n'hésitez surtout pas à me contacter. Et voilà. Ouais, je t'en prie. Ouais. Oui, alors Databricks, en fait, c'est ça fait partie de la stack qu'on utilise. Qui est juste là. En fait, c'est un outil qu'on utilise justement où tu peux créer tes notebooks, où tu peux faire des requêtes, où tu peux créer outils de BI. Donc, en fait, c'est ça. C'est un logiciel qui est très intéressant. C'est différent quand même, mais en fait, en quoi est-ce que c'est similaire? C'est que tu peux collaborer sur Databricks, c'est ça, c'est vraiment très cool. Du coup, voilà, pas de souci. D'autres questions? Oui. Alors, pendant mon stage de fin d'études, je les ai beaucoup aidés sur cette partie-là. Donc, j'étais vraiment en CRM analytique. J'étais entre deux équipes. J'étais entre l'équipe CRM et l'équipe data, pardon. Et c'est là où je suis montée en compétences. Mais franchement, c'est assez simple. T'as pas besoin d'aller beaucoup trop loin dans la création de flow, etc. Faut juste essayer de comprendre la structure. Voilà. D'autres questions? Je sais pas s'il y a des questions en ligne. Ok. Ok. Quelle est la différence entre Databricks et Dataiku? Alors, honnêtement, jamais utilisé Dataiku, donc je ne peux pas répondre à cette question. Désolée. D'autres questions? Ouais. Du coup, en fait, tu as pu rejoindre les échecs en tant que data analyst suite au bootcamp Le Wagon. Donc, c'est uniquement cette formation-là qui t'a permis d'accéder à ce type de poste, ou est-ce que tu penses que c'est une combinaison de toutes les quatre? Je pense que c'est vraiment une combinaison de tout ce que j'ai pu faire, parce que ça montre vraiment que tu as une appétence envers ce métier-là. Mais bien sûr que avec une certification comme le wagon, ça vient vraiment appuyer, ça te donne une certaine légitimité. Donc voilà. Mais honnêtement, moi, ce que je conseille de faire, c'est d'avoir une sorte de portfolio avec des projets sur lesquels tu as travaillé, etc. Parce que c'est ça qui est différenciant, en fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne sais pas si c'était clair. Ouais. Ok, parfait. En ligne, alors est-ce que je peux voir? Ouais. Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton métier de tu les vois? Ok, alors ça fait un peu bizarre. Je pense que je vais juste arrêter en fait de... Hop, ça va être plus simple. Alors, qu'est-ce que j'aime le... Bon, c'est très bizarre. Mais qu'est-ce que j'aime le plus? Alors, il y a plusieurs choses. Mais je dirais que la première chose, c'est que c'est assez marrant dans le sens où on est un peu comme Sherlock Holmes. Et en fait, il faut vraiment trouver... Ouais, c'est très bizarre. Je peux faire ça? Non. Bon. Il faut vraiment, en fait, on vient vous poser des questions. Donc, il y a plusieurs personnes, on va dire, qui ont des problèmes, qui n'ont pas vraiment de solution, ils savent pas vraiment trop comment faire. Et nous, on est les experts. Et donc, il faut vraiment leur donner une solution un peu magique parce qu'il faut aller un peu chercher partout. Il faut le faire très rapidement. Donc ça, c'est ce que je dirais, enfin, c'est ce que j'aime le plus. Ensuite, c'est un métier qui est en constante évolution, donc pas de monotonie. Et on est amené à tout le temps travailler, surtout
Moi, dans mon cas, parce que je suis entre plusieurs équipes, donc les clients, c'est vraiment toutes les équipes en interne, que ce soit la finance, que ce soit le marketing, les sales, le partenariat, etc. Donc, je suis confrontée à différentes problématiques et il faut monter en compétence très, très rapidement sur ces problématiques pour pouvoir aider le plus possible. Donc, voilà. Ensuite, comment améliorer ses compétences? Ben, c'est ce que j'ai expliqué. Merci beaucoup. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Ok, merci. J'imagine que c'est ça. Merci. Donc, c'est ce que j'ai expliqué. Enfin, pour améliorer ses compétences, est-ce que tu pourrais peut-être, ou je peux le faire, non, je peux le faire. Hop. C'est vraiment toute cette partie-là. Et je pense, franchement, là, la première partie sur Kaggle, je pense que ça aide énormément. En fait, il faut juste s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. La data, c'est pas un métier qui est théorique. En fait, c'est vraiment très pratique. Tu dois pas apprendre les choses par cœur. Il faut juste t'entraîner, t'entraîner, t'entraîner. Il y a différentes solutions au même problème. Il y a différents notebooks et différentes approches qu'on pourrait avoir pour la même problématique. Et en fait, c'est juste enfin, c'est du learning by doing, en fait. Donc, franchement, c'est le principal conseil que je pourrais donner. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais de créer son portfolio. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on peut le faire à partir de Kaggle ou est-ce qu'il faudrait le faire avec du taf en finance Ouais, tu peux le faire avec Kaggle. C'est très, très bien. Ouais. Et j'avais une autre question. Donc en fait, c'est ce que j'ai compris par rapport à l'exemple de l'étude de cas, mais ça peut être aussi d'autres exemples où tu vas mettre d'accord plusieurs équipes sur la réalité d'une donnée. Est-ce que c'est quelque chose qui finalement prend pas mal de temps justement dans cette 80% de préparation de données, parce que c'est juste mettre en accord toutes les équipes et comment tu t'en sors? Alors, c'est une très bonne question. Et j'ai pas encore la réponse aujourd'hui à 100%, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Donc, effectivement, par exemple, là, j'ai travaillé sur le modèle de prédiction du churn. Ça a pris des mois parce que c'est plusieurs équipes qui travaillent dessus. C'est les sales, c'est les account managers, c'est la finance, etc. Ce qui est aussi difficile, c'est que les équipes en interne n'ont pas toujours vraiment une visibilité sur la donnée qu'on a à disposition, parce que eux, ce qu'ils vont vous dire, c'est ah ben on l'a sur Salesforce, donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser cette donnée? Sauf que parfois nous cette donnée on la fait pas remonter. Donc il y a plusieurs problématiques. Chaque équipe a besoin de quelque chose de différent. Et donc à un moment, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment trancher. Donc comme ce que j'ai expliqué, c'est vous les experts, donc c'est à vous de prendre la décision. Ce qui est aussi important à faire, donc c'est vraiment essayer de parler à chacun des interlocuteurs pour comprendre ce dont il a besoin. Et vous de prioriser en fin de compte, parce que peut-être que la problématique de la finance par rapport à ce sujet est plus importante que la problématique account manager. Et aussi, ce qui est surtout très très important, ça va aussi dépendre donc de la donnée qu'on a à disposition. Donc, et ça, il faut vraiment communiquer dès le début. Il ne faut pas attendre un mois et ensuite leur dire ah ben en fait on n'a pas cette donnée. Et... Non, il faut dès le début. Donc ok, on a cette problématique, l'étudier, voir quelle est la donnée qu'on a à disposition et ensuite leur faire un premier retour. Donc, c'est une validation, donc vous n'avez pas besoin d'aller vraiment tout en haut de la direction parce que non. Vu de leurs objectifs. Après, je pense que ça dépend aussi de l'entreprise, mais au final, enfin, comme ce que encore une fois, c'est toi l'experte. Et donc, voilà. Il n'y a que toi qui sais quelle est la donnée à laquelle tu as accès, etc. Ils n'ont pas trop le choix, ils doivent te faire confiance. Alors, c'est une bonne question. Donc, comment avoir une meilleure connaissance du domaine lorsqu'on s'adresse à plusieurs interlocuteurs? Au début, c'est très, très difficile, pour être tout à fait honnête, parce qu'on arrive dans une nouvelle entreprise, on doit adresser différentes problématiques, etc. Donc moi, le conseil que je peux donner déjà, c'est de pas prendre plusieurs sujets en même temps. Il faut toujours savoir prioriser, et c'est ce que je faisais avec mon manager. Donc si on avait 3 projets, par exemple un projet finance, un projet sales, un projet marketing, donc je vais aller vers lui et lui demander c'est quoi la prio. Okay. Ensuite, ce que je faisais énormément au début, c'est que je faisais beaucoup de points avec les différents managers de chaque équipe, donc pour vraiment essayer de comprendre leurs enjeux, ce qu'ils faisaient, leur métier, etc. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que tu apprends, honnêtement, en manipulant la donnée, en posant plusieurs questions, et tu montes en compétence sur les différents sujets. Encore une fois, honnêtement, c'est toujours la même chose, mais c'est pas très simple, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne? Je pense que c'est bon.
Je sais pas pour vous si... Ouais. On a eu une autre intervention la semaine dernière, ils nous expliquaient qu'ils avaient aussi une sorte de bootcamp d'intégration en rejoignant l'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu toi aussi avec l'entreprise, une formation sur les outils utilisés que tu avais déjà utilisés avant ou... Alors ça, clairement, tu as un onboarding sur les différents outils, bien sûr, parce que si c'est des outils que tu n'as jamais utilisés, il faut bien qu'on t'oriente. Donc nous, par exemple, au début, moi j'utilisais Redash au début. Donc, j'avais jamais utilisé, mais au final, enfin, honnêtement, c'est assez similaire, par exemple, avec Databricks que j'avais utilisé dans une expérience précédente. C'est plus ou moins tout le temps les mêmes interfaces. Et ensuite, enfin, tu utilises du SQL, du Python, donc c'est tout le temps la même chose. Voilà. Ouais. En fait, je sais qu'il y a une slide avec les outils que tu utilises. Et je voudrais savoir quels sont ceux que tu utilises principalement. En fait, il y a Salesforce, effectivement, et Tableau. Mais ensuite, quels seraient les outils, je sais pas, le top 3 ou top 4 de ceux que tu utilises? Databricks. Donc, parce que c'est à partir de là que je fais mes requêtes au quotidien. Et donc, sinon, j'utilise beaucoup VS Code. Donc, je vous montre, donc c'est ça. Et en fait, ça, c'est vraiment pour faire en local tous mes notebooks, etc. Et ensuite, tu peux les envoyer tu peux les push directement sur GitLab. Donc voilà. Mais moi, j'aime bien travailler en local. Du coup, j'utilise beaucoup VS Code, pour être tout à fait honnête. Mais on est tout le temps amené à travailler sur Databricks, et sur Tableau aussi. Ouais. Vas-y, je t'en prie. En termes de collection de données, de l'évolution des lois autour de tout ça, est-ce que c'est au data analyst de faire ses choix et de s'adapter en fonction des nouvelles lois qui passent, ou est-ce que c'est vraiment plutôt en haut de la hiérarchie que... C'est plutôt le data engineer. Et donc, mon manager qui s'occupe aussi de toute l'équipe, puisque c'est lui qui s'occupe justement de créer toute l'architecture, d'importer la donnée, etc. C'est pas du tout à mon niveau. Et j'en suis bien contente. D'autres questions? Ouais, je t'en prie. Comment elle s'est faite ta montée en compétences dans la boîte? Est-ce que quand tu es arrivé, tu avais une certaine maîtrise des outils, etc. Ou bien ça s'est fait avec le temps et tu as appris quand même, tu as une marge de progression quand tu es arrivé dans la boîte? Comment ça s'est fait en fait, sur combien de temps et, ou pas? J'espère que ça s'est fait. Alors, je savais déjà utiliser pas mal d'outils. Donc, j'avais déjà utilisé Tableau, VS Code, etc. J'avais utilisé Databricks. Donc, en soi, ça, j'étais assez à l'aise. Après, pour faire des analyses au début, ça va prendre beaucoup plus de temps que quelqu'un qui a 2 ans, même 1 an ou quelques semaines d'expérience, parce que déjà, il y a 2 choses. Déjà, il faut se familiariser avec l'industrie dans laquelle tu es en train d'opérer, et il faut comprendre la donnée que tu es en train d'utiliser. Parce qu'en fait, tu auras beau être bon d'un point de vue technique, si tu comprends pas ce que tu es en train d'utiliser, ça sert à rien. Okay, donc ça, obligatoirement, ça prend un peu de temps. C'est tout à fait normal, ne serait-ce que les tables. Tu sais, des fois, quand tu fais des requêtes, tu dois aller revoir le catalogue, cette table, elle s'appelle comment, tu vois, alors que, au bout de quelques semaines, tu sais exactement ce champ, il est dans cette table. Tu sais très bien que ces 2 tables, c'est ça la clé pour les lier. Tu sais, ça se fait juste très très rapidement. Donc il y a déjà ça. Ensuite, d'un point de vue technique, tu t'améliores aussi parce que tu vois, par exemple, avec ton manager, on faisait par exemple du peer coding. C'est donc je vais partager mon écran, je vais le faire en live, ou il va me faire un retour sur mon travail. Il va me dire, là, par exemple, ce que tu as fait, tu pourrais utiliser cette fonction-là au lieu de faire ça, c'est beaucoup trop long, etc. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vraiment au début, faut pas être frustré. C'est normal. Vous voyez des personnes qui sont plus seniors. Moi, des fois, ça m'arrivait de me dire, je suis trop lente. Un travail qui devrait normalement prendre 1 heure, moi, je le fais en 5 heures. Mais c'est tout à fait normal. Et franchement, c'est pour ça que je vous dis, essayez de vous entraîner le plus possible, ne serait-ce que déjà sur l'aspect technique. Je pense que c'est bien de savoir optimiser, par exemple, ses notebooks. Et c'est pour ça que je vous dis Kaggle, c'est un outil qui est vraiment très, très pratique. Parce que vous allez créer un notebook, ensuite, vous allez vous rendre compte qu'il y avait une manière beaucoup plus facile de faire ce que vous vouliez faire.
Et ensuite, quand vous allez rejoindre une entreprise, ben, c'est vraiment faire et refaire et refaire. Et ensuite, ben, vous allez vous familiariser avec toute la donnée que vous êtes en train de gérer. Et ça va juste se faire naturellement au bout d'un moment. Voilà. Mais oui, il y a de l'évolution aussi pour répondre à la question. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose qu'on conclue, parce que du coup, en ligne, on n'a pas d'autres non plus. Et en tout cas, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Ouais. Ouais. Et ben, du coup, merci beaucoup aux personnes en ligne d'être venues. Voilà.